Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux encore de vous avoir aujourd'hui encore, comme tous les dimanches à la mi-journée. C'est pour l'émission Actu Hebdo qui reçoit toutes les semaines des spécialistes sur des questions bien précises. Et comme d'habitude, Bablé est là avec moi sur ce plateau pour animer cette partie d'une heure environ. Bonjour. Bonjour Ibrahim Adjomili. Alors, de quoi sera-t-il question ce dimanche 6 octobre 2024? Vous l'avez dit, dimanche 6 octobre 2024, premier numéro de ce rendez-vous hebdomadaire. Bonjour et bienvenue. Au programme de ce numéro, deux activités, à savoir le forum Grand Bamako, également le lancement très prochain de la Biennale africaine de la photographie, vraiment qui a été lancée. Pour en parler, deux invités sur ce plateau. Notre premier invité a beaucoup de casquettes, architecte, urbaniste, économiste des transports environnementaliste, pardon. Après les études, il s'installa au Mali où il dirige depuis 2014 la cellule de préfiguration de l'agence d'urbanisme de Bamako à la mairie du district. Là, mais pour la mise en place de cette future agence, il a contribué à la création d'une métropole dénommée Grand Bamako, qui regroupe 26 collectivités, dont 7 du district de Bamako et 19 périurbaines. La dite métropole a contribué à la formulation du projet de résilience urbaine de Bamako, plus bas, en créant les conditions de réalisation des grands équipements tels que les décharges et les stations de traitement de boue de vidange. Présentement, il a comme mission de doter ce Grand Bamako de schémas d'aménagement du territoire et directeur d'urbanisme à travers l'agence urbaine du Grand Bamako. J'ai nommé ici Ousmane Sow, secrétaire permanent du Forum Grand Bamako. Bonjour. Bonjour. Notre deuxième invité, il est le commissaire de la Biennale africaine de la photographie. Il s'agit ici de Lassana Hugo Diarra. Bonjour. Bonjour, M. Touré. Voilà un peu ce qu'on pouvait retenir en tout cas des deux invités qui vont animer les deux sujets que nous avons aujourd'hui. Eh bien, très bien, nous souhaitons la bienvenue à nos deux invités. On va aller directement avec ce concept de Grand Bamako, la métropole Grand Bamako, et qui arrive donc en réponse à des besoins de planification dans notre capitale. Mais déjà, on va poser la question à monsieur Hugo, Lassana Hugo Diarra, homme de culture, mais Bamako a bon teint. D'accord. Avez-vous déjà entendu parler de ce concept de Grand Bamako? Ce n'est pas quelque chose de nouveau quand même si on en parle aujourd'hui sur le plateau de Actu Hebdo, c'est là depuis 2018. Hein. Oui, d'accord. Vous avez déjà entendu parler de ça? On peut dire plus ou moins. Ah bon, d'accord. Plus ou moins, le concept me semble avoir été évoqué. D'accord. Voilà. Et raison pour raison pour laquelle donc ils vont mettre l'accent sur le concept pour que les uns et les autres sachent de quoi il s'agit exactement. Alors, on l'a dit, bienvenue à vous, monsieur Ousmane Sow, secrétaire permanent du Forum Grand Bamako. C'est la rencontre qui va se tenir dans 2 jours ici dans notre capitale. Ce sera à l'hôtel de l'Amitié, c'est bien cela? C'est bien cela, oui. Mais c'est pour parler de Grand Bamako. C'est ça. Alors, quand on dit Grand Bamako, ça veut dire qu'il y a un autre Bamako. Oui, il y a le petit Bamako. Alors, c'est quoi ce petit Bamako-là? Le petit Bamako, c'est ce que nous avons connu depuis les années 70, le district de Bamako, avec ses 6 communes, et la collectivité mairie du district, ce qui fait 7 collectivités. Donc, les prérogatives des unes sont différentes des prérogatives des autres. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avec cette architecture, même avec la nouvelle loi de réorganisation du territoire, nous avons des sujets qui demandent beaucoup plus d'espace et dont les solutions ne sont pas dans cette limite-là. Je prends seulement le sujet de la gestion des déchets. Qui dit gestion de déchets dit toute une chaîne où il y a des acteurs qui interviennent depuis la collecte, la pré-collecte d'abord, ensuite la collecte, le traitement, la valorisation. Et tout cela, il y a un dispositif important qui est la décharge finale qui demande une superficie de plus ou moins 50 hectares.
D'accord. que vous ne trouverez pas dans les 6 communes de Bamako. Vous comprendrez par là que la nécessité s'impose que nous travaillons avec la périphérie qui aussi contribue dans la production des déchets de Bamako. Alors, je ne sais pas si on se trompe ou pas, vu sous un autre angle. Est-ce que le concept de Grand Bamako ne va pas un peu à l'encontre du concept de la décentralisation? Non. On a donné le pouvoir à tout le monde, on a tout décentralisé, mais on veut tout mettre ensemble. Non, non. Alors, quelle est la spécificité? Justement, c'est la force de notre décentralisation qui permet de tels dispositifs, parce que l'État a délégué des fonctions aux communes, mais il se trouve que les communes n'ont pas assez de moyens pour faire face à ces prérogatives-là. Et elles ont réfléchi, est-ce que ce ne serait pas mieux de se mettre ensemble pour mutualiser les moyens? Et c'est ce que la décentralisation permet. Ce n'est qu'une intercollectivité, c'est-à-dire une association dont les membres sont des communes. D'accord. Balé? Alors, Djobélé a bien posé la question pour savoir un peu le petit Bamako. Maintenant, moi, j'aimerais savoir quand même le grand Bamako, c'est quoi? Le Grand Bamako, c'est 26 collectivités. C'est composé des 7 collectivités du district, c'est-à-dire les 6 communes du district, plus la mairie du district de Bamako, qui est l'initiateur du projet, 19 communes de la périphérie, qu'on appelle communes périurbaines. Donc, je peux citer quelques-unes d'entre elles. Je prends par exemple Kati, Kambila, je prends Dialakorodi, Safo, Sangarebougou, Moribabougou, Ngabakoro droit, Tienfala, Dialakoroba, Sanagoroba, puis Niagadina, Nyuma Magana, Sibi, Sobra, puis du côté de la commune 4, il y a Dorodouma, Mandé, il y a 19 communes qui sont en association avec les 7 collectivités de Bamako et qui forment ce grand Bamako-là. Quelle est vraiment l'ambition, en tout cas, derrière ce projet? L'ambition, c'est d'abord de planifier le territoire ensemble. Parce que vous êtes voisins, si vous aménagez votre terrain, on prend à l'échelle humaine, si vous aménagez votre parcelle au détriment de votre voisin, si vous ne vous consultez pas, ça va faire des désagréments à votre voisin. Vous comprenez par là que pour une harmonie de voisinage, vaut mieux se concerter quand on entreprend des aménagements. Et cet aménagement sur le terrain, comme les communes, ça se traduit par des schémas directeurs d'aménagement du territoire, des schémas directeurs d'urbanisme. Et pour que ceci soit aujourd'hui très pragmatique, il faudrait qu'on s'asseye, qu'on discute ensemble quels sont les grands sujets sur lesquels nous devons réfléchir pour planifier l'avenir. Parce qu'il s'agit, gérer une ville, ça se gère au quotidien, d'accord? Mais ça se gère aussi en se projetant. Donc il faut prévoir, il faut anticiper. Donc ces documents de planification-là sont là pour justement anticiper sur 20 années à venir quels sont les besoins dont la ville aura exprimés dans 20 ans qu'il faut aujourd'hui apporter la solution. D'accord. Ouais. Donc c'est de la prospection. C'est de la prospective. D'accord. Ouais. OK. Alors, on vous a entendu tout à l'heure citer les communes périurbaines. Oui. Ça va jusqu'à 100 km. Hein. Oui, parce qu'il y a la dernière commune qui fait frontière avec la Guinée, c'est la commune de Nyuma Magana. D'accord. Alors, ça veut dire que les populations de toutes ces communes environnantes là viennent à Bamako, se servent de Bamako. Justement, quand alors si on se sert des bienfaits de Bamako, voilà, alors on doit prendre en charge de façon concertée la gestion de Bamako. On doit contribuer à la recherche des solutions aux défis de Bamako parce que nous y sommes tous impliqués. Il y a un échange permanent, quotidien, entre ces localités et Bamako. Et rien qu'à voir le transport urbain, vous vous rendez compte que ces entités sont interdépendantes. Et donc, vouloir les dissocier, on ne peut pas garantir un développement harmonieux aux populations en voulant les dissocier. Alors, si on va jusqu'à quelques 5 km de Bamako, quelle peut être à peu près la superficie et ça va correspondre à combien d'individus, combien de citoyens? 5 millions, 6 donc millions? Nous sommes dans des superficies de plus ou moins 7500 km² en lieu et place de 257 km² pour Bamako. Donc nous aurons
multiplier la superficie par 50. Et une population estimée au-delà de 5 millions, au regard des 4 200 000 que Bamako compte selon le dernier recensement. Donc nous sommes dans les chiffres au-delà de 5-6 millions d'habitants. Ce n'est pas... À l'échelle de Bamako, c'est beaucoup, mais à l'échelle des grandes métropoles, je vais citer que le Caire, qui fait 20 millions d'habitants, ce n'est rien du tout. Mais compte tenu du taux de croissance que nous connaissons ici à Bamako, c'est-à-dire 5,4 il y a quelques années, ça veut dire que Bamako va doubler sa population tous les 15 ans. Et cela va avec des défis. Et ces défis ne trouveront les solutions que maintenant dans la programmation qu'on va faire maintenant, parce que votre avenir va dépendre de vos choix d'aujourd'hui. Et la ville, ça se gère suivant ces perspectives-là. Alors, Hugo a religieusement écouté. Il a certainement une question à poser ou une contribution à faire. Moi, je suis très content de ce grand Bamako. Je rêve aussi que ce soit un Bamako futuriste. Est-ce que cela est prévu par rapport aux villes qu'on voit, par exemple, au Sénégal, qui sont en train de faire Dakar, Djamnado, etc. Est-ce que ça, c'est envisageable? C'est envisageable, mais encore une fois, c'est très généralement l'erreur que les gens font. J'ai vu ça quelque part, il faudra qu'on fasse ça chez nous. Mais c'est pas, les conditions ne sont pas les mêmes. Et Sénégal et Bamako, malgré leur proximité, sont deux villes tout à fait différentes du point de vue morphologie. Donc vouloir faire ce que Dakar est en train de faire à Djamnadio, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais est-ce que c'est la meilleure solution aujourd'hui? Pour moi, nous avons d'autres problèmes à régler d'abord avant d'aspirer à cela. Il faut assurer d'abord la salubrité aux populations. Il faut assurer d'abord l'eau potable aux populations. Et pour cela, nous avons dans le programme Grand Bamako, nous avons un programme, un village, un forage. Et nous avons plus de 250 villages dans le Grand Bamako. Ça veut dire plus de 250 forages à réaliser pour que chaque habitant ait accès à l'eau potable. Ce n'est pas admissible qu'au XXIe siècle, on ne puisse pas avoir accès à l'eau potable. C'est l'un des objectifs de développement durable. Il faudra qu'en 2030, nous puissions arriver à doter tous les villages du Grand Bamako de points d'eau potable. Donc ces défis-là d'abord, pour moi, c'est primordial de faire face à cela d'abord que de commencer à réfléchir sur des villes futuristes où, à côté desquelles, il y aura des taudis et des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Parce que ce sont des investissements étrangers qui viendront d'ailleurs pour bâtir des villes, certes modernes, mais déconnectées de la réalité locale. Moi, je plaiderais d'abord qu'on assure ces services sociaux de base. Une fois qu'on a ceci, on peut aspirer à développer des villes futuristes, comme on appelle les smart cities. Ah, justement, voilà. Vous avez dit, vous n'avez pas l'intention de vous focaliser sur les investissements étrangers. Bablé a une question. Justement, parce que déjà, je sais qu'il y a quand même un schéma d'aménagement existant. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une mise à jour, à savoir que Bamako quand même connaît une urbanisation galopante? Alors, le schéma d'urbanisme de Bamako est devenu caduc depuis plus d'une décennie. Donc, nous sommes dans un vide juridique où le schéma n'est plus... la validité du schéma est constatée et il n'y a pas d'autre schéma. Justement, c'est la raison pour laquelle nous avons plaidé dans le montage du projet de résilience urbaine de Bamako de financer dans ce projet-là l'élaboration du schéma, des schémas plutôt. Le schéma d'aménagement du territoire et le schéma directeur d'urbanisme. Le schéma d'aménagement du territoire va être à l'échelle du Grand Bamako. C'est-à-dire, une commune qui est spécialisée dans la production d'une matière va être aidée pour pouvoir développer cette production-là. Si à Baguineda, on produit beaucoup de riz, on va appuyer Baguineda pour que cette production-là soit optimalisée. Si à Sibi, on produit des mangues, on va encourager l'installation des unités de transformation des mangues en nectar et autres. Voilà ce qu'un schéma d'aménagement prévoit. Mais également des grands équipements comme les décharges. Nous en avons 5
prévues dans notre plan décennal. Ces 5-là vont connaître un dispatching sur le territoire. Quelle partie du territoire du Grand Bamako va abriter une décharge? Et ça, quand c'est acté dans le document, ce document est validé en Conseil des ministres et ça fait office de loi. Et après le schéma d'aménagement du territoire, il y a le schéma directeur d'urbanisme qui va concerner Bamako et la continuité bâtie. Donc on va prendre une partie du Grand Bamako qu'on va regarder à la loupe, on va réaliser le schéma directeur d'urbanisme. Mais après cela aussi, c'est comme un effet de poupée russe en fait. Il y a un autre plan qu'on appelle le plan d'urbanisme sectoriel, les quartiers précaires qui nécessitent une intervention urgente, prioritaire. On va les prendre, les regarder à la loupe, quelles sont les solutions que nous devons apporter pour ces quartiers-là. Voilà ce que nous avons comme schéma de réflexion en matière d'aménagement du territoire. D'accord. Alors, comme vous le dites, mettre un pont entre zone de production et zone de transformation et de consommation. C'est ça. Ça va être justement le sujet principal de la rencontre qui va s'ouvrir le mardi prochain ici à Bamako. Et qui seront là? D'abord, le partenaire principal, il faut reconnaître que juste quelques mois après sa mise en place, ONU Habitat a tenu la main du Grand Bamako. Et nous faisons chemin depuis 2019. Et c'est le partenaire principal de cette rencontre-là. Donc il y aura la participation de ONU Habitat avec 3 experts qui vont nous assister pendant les 2 jours de travaux. Il y a également des ministères clés avec lesquels nous travaillons. Le sujet est en étroite corrélation. Je parle du ministère de l'Environnement, mais également le ministère de l'Urbanisme, sans oublier que l'initiative est portée par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Il y aura des services déconcentrés. Il y a également les directions nationales, les directions régionales, chaque fois de Koulikoro et de Bamako, que ce soit génie rural, que ce soit l'agriculture, l'élevage. Tous ceux-ci sont invités à la rencontre. Les ordres professionnels, on ne les a pas oubliés. L'ordre des urbanistes du Mali, les architectes, les ingénieurs conseils, les géomètres experts, j'en passe. Les promoteurs immobiliers également. La société civile. Et pour ne pas dire, tous les acteurs sont conviés à cette rencontre pour que nous les dévoilons ce que c'est Grand Bamako, ce que ça va apporter au pays. Et on attend aussi leur contribution pour enrichir les réflexions sur les programmes d'activité de ce Grand Bamako-là. Très bien. Alors, nous resaluons encore, permettez-moi le terme, nous resaluons encore l'initiative, mais quelque part, nous restons quelque peu dubitatifs Oui. et quant à l'efficacité même de cette initiative. On l'a vu quand même, ça a été lancé en 2018, il a fallu attendre 6 ou 7 ans et pour que ce projet, pour que cette rencontre se tienne. Alors, est-ce que ça ne va pas devenir comme toutes les autres actions dans notre pays? Généralement, les belles idées sont là, les rencontres sont là. Après, tout est rangé à côté. On passe à autre chose. Diombélé, je m'attendais à cette question parce que ce n'est pas la première fois qu'on me la pose. Une métropole, c'est comme un paquebot. Une ville, c'est une pirogue. Donc, le manœuvrer, ce n'est pas les mêmes rayons qu'il faut. Un paquebot, il faut un rayon beaucoup plus large. C'est créé, certes, en 2018. 2018, on a réuni 22 collectivités, parce qu'il n'y a eu que 22 communes qui ont créé, 4 autres en région après. 22 collectivités, on les a réunies un certain 30 octobre 2018. Les maires de ces communes-là ont signé une décision conjointe. C'est créé. Maintenant, il faut doter des organes. Il faut que ça puisse fonctionner. Et la mise en place des organes, les organes, c'est quoi? C'est le comité, c'est l'ensemble des délégués du Grand Bamako. Alors, ils sont constitués comment? Chaque collectivité doit élire en son sein ses délégués. Et le nombre de délégués par collectivité aussi, c'était un long processus de négociation pour pouvoir s'entendre à l'amiable sur ce nombre-là. Donc nous sommes à 59 délégués pour les 26 collectivités. Il y a des collectivités qui ont 5 délégués, 6 délégués, il y en a qui n'ont qu'un seul délégué. Ça dépend de la taille?
Ça dépend pas, ce n'est pas directement proportionnel à la taille, parce que nous sommes dans un espace de solidarité. Nous n'avons pas voulu extrapoler à la taille, parce que si nous le faisons, on voudrait que chaque commune soit représentée. Et quels sont les critères? C'est des tranches de population qu'on a fait. On a des intervalles de population. Parce que reconnaissez que nous sommes partis sur les données du recensement de 2019 et là-dedans, la plus petite commune, c'est Tienfala. Tienfala a 70 fois moins de population que la commune 6. Alors, si Tienfala doit avoir un délégué, la commune 6 doit avoir 70 délégués. Alors, vous imaginez la salle pour pouvoir tenir les réunions du conseil. Donc, nous avons, c'est pour cela, c'est un espace de solidarité. Nous avons expliqué aux autres communes qu'il ne s'agit pas d'une proportionnalité, mais il s'agit de travailler ensemble. Donc, la commune 6 va se contenter de 5 délégués en lieu et place de 70 si on était dans la proportionnalité. Vous voyez, donc on a mis en place le comité. Le comité ensuite a travaillé pour mettre en place les commissions de travail. Parce que tout ceci, ce n'est pas l'État qui intervient. Vraiment, je salue l'administration territoriale pour le niveau de décentralisation que nous avons au Mali, parce que tout cela, ce sont les communes elles-mêmes qui se sont organisées comme cela. Donc, on a mis en place les commissions de travail. Actuellement, il y a 14 commissions de travail. Ensuite, il y a eu évidemment la mise en place du bureau, qui fait 15 membres aujourd'hui, et le secrétariat permanent, dont j'assure l'intérim pour l'instant. Et tout ceci, vous avez 22 communes, et dans chaque commune, il faut aller expliquer qu'il faut élire. Ce n'est pas le maire qui va désigner le représentant, mais c'est une élection au sein du conseil qui permet de désigner les représentants au sein du comité du Grand Bamako. Et 22 communes pour pouvoir que toutes les communes délibèrent, on est parti pour un tour de 2 ans. Vous avez compris? D'accord. Voilà. Donc, alors, lancé depuis 2018, aujourd'hui on est 2024. Alors, quel bilan faites-vous, en tout cas, de ce temps passé? Les bilans, vous avez le projet de résilience urbaine qui est actuellement en train d'être exécuté. La naissance du Grand Bamako a été d'un grand apport dans la formulation de ce projet-là. Pourquoi? Parce que le Grand Bamako, il faut le voir comme un terreau fertile pour faire pousser des projets. Et une fois créé, on a tout de suite la possibilité de réaliser des décharges, des stations de traitement de boue, et pour ne citer que ceci. Et donc, ça a permis de faciliter la réalisation de ces grands équipements-là, qui sont en dehors des limites du district. Mais vous savez aussi qu'il y a des principes d'environnement qui interdisent que vous ameniez votre déchet chez le voisin sans son consentement. Donc, il fallait qu'on mette d'abord cette intercollectivité-là en place pour que même la réalisation des décharges soit acceptée par ces communes qui abritent ces décharges-là. Vous voyez un peu. Justement, M. c'est que nous comprenons pas. Le Grand Bamako a été créé en 2018, oui. Validé, oui. Tout le monde est d'accord. Oui. Les membres, on va l'appeler le syndicat, c'est un syndicat. Hein? Oui. Voilà, et tout le monde est d'accord. Mais depuis tout le temps, Bamako est, comme on le dit, ploie sous le poids des immondices. Et on est confronté à ce problème de dépôts finaux. On parle du manque d'espace. Alors que le Grand Bamako existe, oui, et il y a des territoires qui ont de l'espace, et pourquoi ne pas transférer les déchets? Justement, c'est vers ça que je suis en train d'arriver, parce que la seule décharge dont disposait Bamako, c'est la décharge de Numumbu, qui se trouve dans la commune de Tienfala. Oui. Et Tienfala, aujourd'hui, assure même la 2e vice-présidence du Grand Bamako. Vous voyez, c'est mettre les gens en situation de défendre même le projet au lieu de le décrier, parce que c'est un sujet qui concerne et Bamako et les communes périphériques. J'ai l'habitude de dire dans des communes où on me met à la figure pour dire que vous nous amenez vos déchets, vous n'avez pas de solution. Je dis, mais écoutez, vous êtes combien à aller travailler à Bamako par jour? Voilà. Et vous restez combien d'heures sur le territoire de Bamako dans la journée? Et vous pouvez me garantir que pendant tout ce temps, vous ne faites pas de déchets à Bamako?
Alors, le soir, est-ce qu'en rentrant, vous ramenez vos déchets? Mais est-ce que tout ça n'a pas été discuté avant? Je reviens en fait. Donc, il y a 2 décharges qui sont prévues dans le cadre du projet de résilience urbaine dont le Grand Bamako a été présent pendant la formulation du projet. Donc, il y a la décharge de Numumbugu qui serait réhabilitée. Il y a une deuxième décharge qui va être réalisée maintenant. On était parti sur Moutoula, mais on est actuellement sur Safo. Donc, il y a également 2 stations de traitement de boues de vidange. Une dans la zone aéroportière où on déverse actuellement, les Spiros déversent actuellement, et une dans la commune de Tienfala toujours. Vous voyez, donc si l'intercollectivité n'est pas là, l'État peut décider unilatéralement d'imposer ces équipements. Mais pour le bout de vidange, j'ai une précision, zone aéroportière, mais c'est à ciel ouvert. Non, en fait, ça n'est pas aménagé du tout. C'est ça qu'on veut corriger, parce que déverser au sol, c'est inadmissible, c'est parce que ça va entraîner la contamination de la nappe, et ça, c'est inadmissible au XXIe siècle. On va aménager justement un espace en station de traitement des boues. Ce ne serait plus déversé, mais c'est pour quand? Mais c'est bientôt d'ici... Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on déverse attendez, dans la zone. Hein. Le plus bas, c'est 6 ans. Nous sommes déjà en notre 2e année, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est bientôt dans 4 ans, vous allez voir un autre visage de Bamako. Si les financements sont consentis réellement pour les projets. Ah, vous comptez sur quel financement? La source est où? Non, le financement du plus bas, c'est un financement de la Banque mondiale. Donc, les fonds sont là. Les études sont en cours et il y a d'autres voix qui sont plus habilitées à parler de ce projet que moi, mais nous y avons contribué parce que nous avons créé le terreau, nous avons produit les terreaux pour pouvoir réaliser ces grands équipements. Oui, mais quels sont déjà les modèles économiques que vous avez imaginés pour pouvoir générer des ressources propres? Oui, ça finit toujours par la question d'argent. Donc, ce sont des cotisations. Pour l'instant, le Grand Bamako fonctionne avec les cotisations des membres. Et chaque commune a un quota de cotisation et on doit s'acquitter une fois par an. D'accord. Alors, il y a tellement de choses à faire, mais vous allez prioriser et parlez-nous des grandes actions qui sont prévues et qui sont la tête de proue. Donc, vous m'aviez posé la question. Vous m'avez posé la question d'abord, quels sont les acquis? Les acquis, c'est la participation à la formulation du plus bas, c'est aussi l'assistance technique auprès de Ouagadougou, parce que nous avons une assistance technique auprès de Ouagadougou pour la mise en place et l'opérationnalisation du Grand Ouaga. C'est ONU Habitat qui nous a mis en relation parce que sollicité par Ouaga pour la mise en place du Grand Ouaga, ils ont été orientés vers Bamako parce que Bamako a déjà l'expertise en la matière. Et chemin faisant, ONU Habitat a eu un financement de l'agence andalouse qui a été orienté sur le Grand Bamako. Une étude a été faite et un ouvrage serait produit d'ici la fin de l'année sur Bamako, les relations entre Bamako et sa périphérie. Je pense que ce serait l'occasion pour une prochaine fois que je viens de présenter cet ouvrage-là ici, si vous me donnez l'occasion. L'heure est là pour vous. Voilà. Oui, Bablé. Oui, je voulais savoir, parce qu'il a parlé pour le nerf de la guerre, qui est l'argent. Oui. Vous parlez de cotisation. Est-ce que vous pensez que ça peut suffire en tout cas pour l'atteinte des objectifs? Est-ce qu'il ne faut pas chercher d'autres partenaires qui pourront vous accompagner? Tout à fait. D'abord, est-ce que vous avez évalué les besoins? Si. Donc, tout à fait. On est conscient que les cotisations seules ne pourront pas, mais comme dans tout projet, il faut un apport personnel. Les cotisations vont nous permettre de constituer cet apport personnel-là. Et nous sommes dans la logique d'organiser une table ronde des opérateurs économiques du Mali le mercredi soir pour pouvoir exposer le plan décennal d'investissement du Grand Bamako. Ce plan a été élaboré sur une logique qui va de tout ce qui est vital à ce qui est utile. Donc, on parle d'abord d'approvisionnement en eau. Ça, c'est notre première priorité. Deuxième priorité, c'est la gestion des déchets. Parce que quand on produit beaucoup d'eau, on produit également beaucoup d'eau usée. 80% de l'eau que nous consommons est rejetée sous forme d'eau usée. Donc, il va falloir prendre en charge. Il y a l'agriculture. Tout ceci s'inscrit dans des agendas globaux qu'on appelle les objectifs de développement durable. Donc, rien ne se fait comme ça par hasard. Ces objectifs de développement durable sont élaborés au niveau
mondial par les agences onusiennes, les pays y adhèrent et ils font des politiques pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Ici, en la matière, la politique qui nous permet d'atteindre, c'est la politique nationale de la ville, qui sera présentée aussi lors du forum par la cellule de suivi de la PONAV. Donc, tout ceci, il y a une logique et la politique ne peut être appliquée que par les collectivités. Et c'est là où ça justifie la naissance de ce Grand Bamako qui va essayer de travailler pour que nous nous rapprochions le plus des ODD de 2030. Très bien. Alors, Grand Bamako, le projet est porté par votre département de tutelle, vous l'avez dit, mais il y a quand même une tête de proue. C'est qui? C'est la mairie du district de Bamako? C'est la mairie du district de Bamako. Et je salue la délégation spéciale qui a conduit, qui a quand même accepté de continuer avec cette vision-là. Parce que ce n'était pas évident. Parfois, ça se joue à la personnalité, mais je salue le leadership de l'équipe qui est là, l'équipe de 7 personnes à la tête de laquelle il y a Bala Traoré, qui ont accepté, qui ont tout de suite compris qu'est-ce que c'est. Malgré leur horizon très court, parce que la délégation spéciale, c'est 6 mois, prolongeable 1 année, mais ils ont accepté cette vision-là et ils l'ont supportée. Sans eux, il n'y allait pas avoir ce forum-là que nous allons faire le mardi et mercredi. Donc, je salue vraiment son leadership pour avoir compris tout de suite les enjeux et de nous soutenir pour que ce jour soit. D'accord. Alors, Bablé, on passe au deuxième sujet ou bien tu as... Oui, juste une seule question. Sinon, Hugo a écouté longuement encore. Il a une autre question, non? Non, je suis content que ce grand Bamako tienne compte des besoins fondamentaux. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie peut-être d'allier l'urbanisation au côté village. Voilà, c'est ce que je dis simplement parce qu'on est un peu jaloux de ce qui se passe ailleurs, même si on n'a pas évidemment les mêmes problèmes. D'accord. Voilà. Oui, c'est ce qu'on dit. Hein. Nous sommes un pont entre les zones de production qui sont là, les communes de la périphérie, et les zones de transformation et de consommation. C'est vraiment, de façon caricaturale, c'est ça qu'on est en train de construire. Ces deux mondes-là fonctionnent dans l'informel. Il n'y a pas de relation formelle entre eux. Et c'est la formalisation qui se traduit par la création de la métropole. Point à la ligne. Si vous avez compris ça, vous avez beaucoup compris. Et c'est dans ça qu'on va construire le nouveau Bamako. Okay. Qu'on va concevoir le moteur du Mali. Ok, alors cette question, vous répondez en 30 secondes, hein, et l'objet même de la rencontre de la semaine prochaine, mardi, mercredi. C'est vraiment présenter le bébé au grand public, c'est le baptême. D'accord. Et après le baptême après le baptême, c'est de faire la promotion des activités. Donc le baptême serait clôturé par ce dîner-gala avec les opérateurs économiques. On va présenter toutes les idées de projets que nous avons afin que nous ayons des partenariats au niveau local. Parce que c'est le local qui développe. Le transfert des moyens n'a jamais développé un territoire. C'est la mobilisation des moyens qui développe un territoire. Donc, comptons sur nos propres moyens à l'interne et ça ira beaucoup mieux. Vous avez déjà des idées à leur proposer, des pistes à montrer? Si, on a des fiches de projet, mais également on a beaucoup de sous-projets qui pourraient intéresser. Parce que, par exemple, prenez un centre logistique qu'on appelle Port Sec. Ça intéresse un opérateur économique parce que on y fait de l'argent, il y a des transactions douanières et autres, on y fait de l'argent. Donc ça intéresse les opérateurs économiques. Il leur faut créer les conditions sûres parce que c'est ça qui manque souvent. Les conditions sont là, mais elles ne sont pas sûres. Il leur faut créer des conditions sûres de partenariat pour qu'il y ait un grand intérêt. Et ces conditions sûres-là commencent par déjà à prévoir des espaces dans le schéma d'aménagement du territoire. De toute façon, Hugo est là avec l'objectif de son appareil photo. Il va filmer Bamako maintenant et puis il verra dans quelques années. Et qu'est-ce qui a changé dans le cas du Grand Bamako? C'est bien cela, non? Oui, et puis qu'on n'oublie pas la culture dans le Grand Bamako, en termes d'infrastructure, en termes
on peut aussi faire des propositions sur l'aspect culturel de la ville. Tout à fait. Ils ont été invités? C'est dans votre salon qu'on a fait connaissance. D'accord. Donc, je l'ai invité en tout très cas à participer. Donc, il est publiquement invité sur le plateau d'Actu Hebdo. Hein? Oui. D'accord, Bablé. On va passer au deuxième sujet. L'édition 2024 de la Biennale africaine de la photographie qui a été lancée au CICB. L'événement qui fête ses 30 ans cette année se tient du 16 novembre 2024 au 16 janvier 2025 sous le thème Kouma, la parole en Bambara. La cérémonie de lancement présidée par le ministre en charge de la culture qui avait à ses côtés son collègue en charge de la promotion de la femme a été l'occasion de décliner les contours des rencontres 2024. Le point de la cérémonie de lancement avec Bemba Sibi. La parole à la photo ou la parole de la photo. Dans l'un ou l'autre cas, la parole est au cœur des rencontres de Bamako édition 2024 car le thème retenu cette année est Kouma, la parole en Bambara. Les clichés de 81 photographes d'Afrique et d'ailleurs vont donc pleinement s'exprimer lors de la Biennale africaine de la photographie 2024. Cette année, la panafricaine, comme on vous l'a dit, il y a 30 artistes qui ont été sélectionnés et l'exposition collective centrale comporte 13 artistes. Bamako Dream, 27 artistes et les projets spéciaux, 11 artistes. Donc au total, on a à peu près 81 artistes qu'on va retenir pour cette édition. L'inspiration du mot Kouma est venue parce qu'on a estimé qu'il n'y a pas assez de discours forts du continent africain, aussi bien en Afrique que dans le monde entier. C'est par rapport à ce manque de voix du continent que nous avons choisi le mot Kouma pour que la voix de l'Afrique porte dans le monde et en Afrique. Donc cette année, les principaux sites qui ont été retenus, il y a le Musée national, le Palais de la Culture, le musée du district, évidemment les autres sites aussi, il y aura beaucoup d'activités là-bas. Plusieurs sites pour permettre aux participants de ne rien rater des messages véhiculés par les photos. Sont attendus à Bamako lors de cette 14e édition plus de 300 professionnels et une centaine d'hommes de médias. Cette 14e édition des rencontres de Bamako est synonyme de maturité d'un événement culturel qui, d'édition en édition, se densifie, se diversifie, s'intensifie et apporte un cachet particulier de créativité. La Biennale de la photographie, c'est 30 ans de tissage des liens. Au fil des années, les rencontres de Bamako se sont imposées dans l'agenda culturel africain. La cérémonie de lancement de l'édition 2024 a été marquée par la projection d'un film retraçant le parcours de l'événement continental parrainé cette année par l'artiste Salif Keita et le Maroc est le pays invité d'honneur. Voilà, nous venons de suivre le reportage de lancement de cette édition de la Biennale africaine de la photographie. Alors, Monsieur Sow, selon vous, c'est quoi la photo? La photo, c'est pour moi une forme d'expression artistique qui n'a ni volume, ni image, mais l'image est fixée dans le temps. C'est un temps donné et ça représente un événement. Et elle est beaucoup plus parlante que tout beau discours. Raison pour laquelle nous avons organisé en parallèle à notre événement de mardi une exposition photo. J'en parlais tout de suite avec M. Diarra. Même si ce serait monté par nous-mêmes, mais nous savons que ça aurait un impact sur les personnes qui vont visiter cette exposition-là, parce que les photos parlent beaucoup plus que les discours. Alors, pour parler amplement en tout cas de ce sujet, nous avons sur ce plateau Lassana Hugo Diarra. Alors, est-ce qu'il a bien défini la photo? Oui, je pense que c'est excellent. La définition de M. Sow, c'est une brillante définition. On ne peut faire mieux. Mais seulement que vous n'avez pas aidé dans le montage de leur exposition photo. Oh, c'est pas exclu parce qu'on a été contacté par la directrice du musée et peut-être qu'on va les aider au niveau de l'accrochage. On est volontaire. D'accord. Là, on est volontaire. Ok. Alors, Biennale de la photographie au Mali, ça dure depuis 30 ans et c'est l'un des rendez-vous les plus constants quand même. Hein. Et vous devez avoir aujourd'hui 15 éditions, vous êtes à la 14e édition, vous avez raté un rendez-vous, vous êtes constant, félicitations. Et comment vous faites pour maintenir cette constance-là? Tous les 2 ans, vous êtes là.
Oui, c'est dû à l'effet d'un miracle et d'une bénédiction. Peut-être que la ville de Bamako a une bénédiction parce que je discutais avec des gens, par exemple au Maroc, ils avaient fait une biennale, ils ont fait que 2 éditions, alors qu'ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Bon, ce n'est pas qu'une question de ressources humaines parce que chaque année, c'est un combat du ministère de la Culture, évidemment, et c'est un combat de l'État qui contribue, et c'est un combat aussi de tout l'ensemble de l'écosystème culturel et artistique malien et africain. Chaque année, c'est un nouveau miracle qui se produit. D'accord. Alors, Bablé? Oui, moi je suis curieux quand même de savoir qu'est-ce qui a suscité vraiment cette initiative en vous. Non, je pense que quand on regarde la sous-région, le Burkina Faso a le FESPACO, qui est le cinéma, le Sénégal a la Dakar, qui est la Biennale d'art contemporain, la Côte d'Ivoire a le Massa, qui est aussi les arts vivants. Donc il était important que le Mali aussi ait son événement phare, et c'est suite à une initiative de photographes français et maliens, et avec l'avènement de la démocratie au Mali, avec le président Alpha Oumar Konaré, c'est comme ça que cet événement a été institué au Mali. Mais même les initiateurs ne pensaient pas que ça allait autant durer. Voilà, c'est à peu près, c'est comme ça que c'est venu. D'accord. Alors, bilan de 30 ans, qu'est-ce que ça a apporté à cette activité, la photo? Non, ça a permis de faire connaître déjà que la photographie soit considérée comme un art, parce qu'il y a le photojournalisme, il y a plusieurs genres de photos. Et depuis lors, il y a des photographes qui ont eu une renommée internationale. Je peux citer 2 ou 3 au niveau malien. Par exemple, Seydou Keita a été mondialement connu. Malik Sidibé a eu des prix les plus prestigieux au monde. Il était là avant les biennales, non? Oui, bien sûr. Il y a le prix Malik Sidibé et le prix Seydou Keita. C'est des personnalités qui ont fait briller le Mali à des événements comme la Biennale de Venise. Il a eu le Lion d'or de Venise. Il a été consacré dans le monde entier. Et malgré son studio modeste de Bamako, c'est des gens qui sont, au niveau africain, tous les photographes connus. Par exemple, des gens comme Samuel Fosso du Cameroun, des gens comme Victor Oumassi du Sénégal. Tous les photographes mondialement connus sont obligés de passer par Bamako. C'est l'onction. D'accord. Oui, Bablé? Oui, la rencontre de la Biennale photographique. Alors que, quel est le contenu, en tout cas, de ces rencontres-là? Oui, le contenu, c'est vrai qu'il y a le contenu exposition. Il y aura plusieurs expositions thématiques, dont Kouma. Il y aura l'exposition panafricaine, qui est le cœur du projet, parce qu'on a eu plus de 500 candidatures. Vous imaginez, de toute l'Afrique et la diaspora. Mais symboliquement, on a retenu 30 pour l'exposition principale qu'on appelle la panafricaine. À côté de ça, il y a des expositions qui auront le nom Parole, Silence et Bruit. Et il y a des projets spéciaux. Il y a le côté animation dans la ville. Il y a le côté aussi intellectuel, évidemment, parce qu'on va appeler des chercheurs qui vont réfléchir sur la parole dans l'espace public. Ça, c'est le côté symposium. Et il y a les workshops. Il y a les masterclass aussi, où il y a des formations de photos. Voilà, grosso modo, pendant la semaine professionnelle, c'est ce qui est prévu. Mais l'exposition, même en soi, dure 2 mois, parce que c'est une biennale et ça va être des expositions importantes. Vous avez dit que c'est du 16 novembre 2024 au 16 janvier 2025 sous le thème Kouma. Kouma, la photo ne parle pas? Ou elle parle? Oui, mais ce soir a bien dit. Mais c'est sur la vie que ça parle. Oui, mais comment elle s'exprime, la photo? C'est-à-dire qu'au-delà de la photographie, parce que chaque année, il y a un thème, hein, il y a toujours des thèmes, il y a eu où c'était courant de conscience, la vision d'un nouveau millénaire. De plus en plus, on prend des concepts africains, parce qu'il est important aussi pour nous, quand je parlais de l'aspect symposium, les notions de Kouma en Afrique, c'est très, très, très profond, même dans la cosmogonie, que ce soit la cosmogonie Dogon, que ce soit dans la cosmogonie Bambara. Il y a tout un concept autour de la parole qui est important. Et nous, on est parti du principe aussi, quel est le discours africain? Comment l'Afrique est perçue en Afrique et dans le monde entier? Ce manque de discours fait qu'on veut porter cette parole-là. C'est comme ça que Kouma est venu. Est-ce qu'on se rappelle des discours de Modibo Keïta? Est-ce que nous nous rappelons des discours de Kwame Nkrumah? Etc., etc. Et quelle est la nouvelle génération? Quel est le discours qu'on veut porter? Donc c'est ça qui nous...
fait choisir ce Donc il y thème. aura des expositions, des échanges, des conférences et qui vont retracer, qui vont remonter les temps à travers des photos. Oui, bien sûr. C'est bien cela. Par exemple, le côté le plus engagé, je pense que ce sera au mémorial Modibo Keïta, parce qu'on veut rendre aussi un hommage à Cabral, à Michael Cabral qui fête ses 100 ans, parce que c'était un événement panafricain. Donc ce n'est pas que axé sur le Mali. Il y aura combien de pays qui seront là? Il y a 80 Ah bon, d'accord. discussions artistiques. Mais en termes de pays, je pense qu'il y a au moins une trentaine de délégations qui seront là. D'accord. Et en fonction des moyens qu'on aura, on est en train de se battre pour frapper à plusieurs portes. Alors lorsqu'on va passer dans les lieux d'exposition, on va remonter les temps avec vous. Est-ce à dire que le photographe était nissorien? Oui, bien sûr. Je prends un exemple. Quand je discutais avec le fils de Malik Sidibé à Bagadaji dans son studio, il me dit si Malik n'avait pas immortalisé le Bamako des années 60, on n'aurait pas su que les gens mettaient des têtes de nègres, qui s'habillaient, qu'on avait une tendance. La jeunesse urbaine de ce moment-là, parce que l'Occident pense toujours cliché, voilà, c'est l'Afrique c'est Bamako du village, même si, voilà. Donc la photo montre ça. Je dis, il n'y a pas de. C'est vrai qu'actuellement il y a beaucoup de montages qui font qu'avec l'intelligence artificielle, on peut bluffer tout ça, mais des photos pures. Justement, on allait vous poser cette question de savoir est-ce que la photo ne meurt pas ou la photo ne se meurt pas avec tout ce qu'il y a comme évolution technique, technologique. Tout le monde est photographe, non? Non, je pense qu'il faut toujours profiter de... Monsieur Sodi, tout le monde n'est pas photographe. Non, parce que je sais, les nouvelles technologies ne peuvent pas remplacer l'authenticité. Et ce n'est que dans la photo, même si vous manipulez, les vrais connaisseurs savent que c'est une photo qui a été retouchée. D'accord. Donc, on a dit la même chose par rapport au cinéma, que le cinéma est en train de mourir, mais moi je connais des exemples qui sont des exemples belges qui ont fait renaître le cinéma. Kinopolis, c'est aujourd'hui une firme mondiale qui fait des salles combles, des dizaines de salles sur un même site, sinon 20 salles sur un même site, et les gens n'en font que leur sortie en famille. Et où il y a des concepts qui permettent... Absolument. Voilà. Ces discours, on l'entend également dans notre domaine bien précis du journalisme. On dit la radio n'a pas tué le journal, la télé n'a pas tué la radio, mais l'Internet ne tuera pas la télé. Non. Voilà. Mais c'est complémentaire, il faut être dans l'air de son temps, il faut profiter. Je veux dire, les photographes, même traditionnels, profitent de l'avancée technologique. En termes de traitement d'image, on peut utiliser tous les nouveaux logiciels qui existent. Donc, c'est un accompagnement. Mais je veux dire, faire la photo avec son téléphone, même les professionnels le font aussi. Je veux dire, c'est complémentaire. Ça n'empêche pas ceux qui ont pris l'engagement d'en faire un métier. Les images, la qualité ne sont pas les mêmes, les appareils que j'utilise ne sont pas les mêmes, les résultats ne sont pas les mêmes et ils n'ont pas les mêmes ambitions. Quand cela ne tienne, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que les professionnels vivent de leur métier? Oui, c'est une plateforme. C'est pourquoi pendant la Biennale de la photographie africaine, non seulement c'est la promotion du travail des photographes, chaque 2 ans on invite les gens du monde entier, on invite les galeries, on invite les musées, on invite les collectionneurs et aussi on invite la presse justement à faire la promotion de ce qu'on va présenter au public. Et en marge des expositions, c'est pourquoi je dis qu'il y a toujours aussi des masterclass où c'est l'occasion pour les professionnels confirmés de former les jeunes et aussi à ce qu'on appelle les lectures de portfolio. Je veux dire, un photographe qui vient avec ses photos, il monte à un galeriste ou il monte à un collectionneur, il va dire ça c'est bien, mais peut-être que ce serait mieux de faire ça, ainsi de suite. Donc voilà. Ok. Alors, en tout cas, 14e édition, bientôt 15e édition. Alors, vous dites que c'est une biennale africaine, ça veut dire que, vous l'avez dit, hein, il y a d'autres pays quand même qui prennent part à ces rencontres-là. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment un échange d'expérience entre les photographes maliens et puis les photographes d'autres pays qui prennent part quand même à ce rendez-vous? Oui, Bamako est considérée comme la capitale de la photographie africaine. Par exemple, pour les 30 sélectionnés au niveau de la panafricaine, il n'y a que 4 photographes maliens. Mais c'est déjà beaucoup. Il y a eu des éditions où il y a eu un seul photographe malien. Parce qu'on explique que c'est comme la Coupe d'Afrique. C'est pas parce que c'est chez toi que ça doit être forcément... mais déjà, le ministre a tenu à féliciter les 4 photographes qui ont été retenus dans la trentaine. Oui, il y a eu des éditions où on avait mis en place le concept de Djatgia. C'est-à-dire que chaque photographe étranger qui vient, il a son Djatgi au niveau malien. Et ça permet aussi de créer un échange d'expériences entre eux et de profiter. On demande, moi je dis toujours aux photographes maliens d'être beaucoup plus ouverts
c'est une fête qui nous appartient, qu'on soit retenu ou pas, c'est l'occasion d'approcher les autres. On a un peu ce côté timide et réservé. Bon, peut-être qu'on va essayer de décomplexer un peu ce niveau-là. Alors, comment vous vous y prenez pour intéresser davantage le grand public? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Oui, ça c'est toujours le challenge qui revient, parce que dans toutes les biennales, malheureusement, on peut avoir l'impression que c'est entre initiés. Ouais. C'est pourquoi on a le programme collatéraux, c'est ce qu'on appelle le off un peu, c'est d'essayer d'organiser des expositions dehors, à ciel ouvert, dans certains lieux. C'est aussi faire appel au cinéma numérique ambulant qui peut protéger, parce qu'on n'a pas forcément la culture des musées ou des galeries, le grand public. Donc on veut aussi utiliser les panneaux en ville, voilà, des choses comme ça, des studios mobiles. C'est comme ça qu'on veut intéresser davantage le Bamakois ordinaire. Okay. Mais ça, c'était un challenge qui revient d'édition en édition. On essaie de voir comment populariser au maximum. On espère que est-ce qu'il y a l'ORTM... déjà des points bien précis qui vont concentrer l'essentiel de vos activités, où le public pourra venir regarder les photos, rencontrer les professionnels, avoir une immersion dans l'activité? Il y a à peu près une dizaine de sites, hein, comme le palais les plus en vue, par exemple le musée national, le musée de Bamako, le palais de la culture, le mémorial Modibo Keïta, le conservatoire. Le musée de Bamako à la mairie, alors? Oui, à la mairie, bien sûr. Donc, ouais. Et on aimerait que cette édition, Bamako, joue un rôle encore plus important, parce qu'on est jaloux quand on va dans les capitales voisines où on voit que la ville s'implique davantage dans la culture. D'accord. Vous avez besoin de quel appui pour que cela soit, pour qu'il y ait une plus grande notoriété? C'est déjà même en termes d'affichage urbain. En termes d'affichage urbain, et nous, on est prêt à mettre la mairie de la ville en valeur, parce on avait pensé même à une exposition dans la mairie, en plus du musée, et où on faire des projections, parce que le bâtiment de la mairie est un très beau bâtiment pour Absolument. nous. Et puisque cette année, comme j'ai dit, on fait toujours la promotion de la ville de Bamako, donc volontiers de renforcer davantage ce partenariat. Alors, est-ce que vous avez des séquences qui retracent quelque peu l'histoire de l'ORTM, par exemple, à Radio Mali à ORTM 2024? Il y en a des photos? Oui, on aura besoin de l'ORTM pour plusieurs choses sur cette édition. Déjà, comme en 1994, il y avait le journal tous les jours. Donc, on va venir solliciter l'ORTM pour qu'il y ait un journal pendant la semaine. Oui, mais est-ce que vous avez des photos sur l'histoire de l'ORTM? On viendra dans les archives de l'ORTM. On a besoin des discours déjà au niveau malien. D'accord. On a aussi titillé un peu la transition. On a un projet qui s'appelle Transition Koumakan, où on va voir le nouveau discours du Mali. Quel est ce discours porté par le Mali? Quand le président dit « si je sous », c'est toute la jeunesse qui a échoué. Voilà, ce genre où on parle de l'abandon en plein vol. On est en train d'analyser aussi le discours, le Kouma de la transition. Donc ça veut dire que la photo, ça n'est pas seulement que l'histoire, c'est également le présent. Et le futur. Voilà, c'est une projection. Voilà, c'est une projection. Okay. Voilà, juste en 2 secondes, parce qu'on est presque au terme de cette émission. Alors, quelle va être la particularité, en tout cas, de cette édition? C'est déjà d'organiser cet événement, parce que il y en a qui peuvent penser que c'est un événement festif, alors que le Mali traverse une période très difficile. Mais je pense que c'est une vitrine de Bamako, du Mali qu'on vend. M. Sow disait que Bamako est le moteur du Mali. J'ai beaucoup aimé cette expression. Et je pense que l'événement le plus connu au niveau international du Mali, c'est les rencontres photos, la Biennale de la photographie africaine. Donc faire cet événement, c'est déjà un exploit. Et les scénographes qu'on a invités du Cap-Vert, qui sont des architectes, ont proposé justement cette année de mettre en valeur le patrimoine architectural malien. Par exemple, on doit faire venir des maçons de Djenné qui vont construire une partie de la scénographie en terre. Donc c'est le Made in Mali qu'on met en valeur. D'accord, merci. Ok, maintenant une dernière question également à M. Sow. En tout cas, ce Grand Bamako, ce projet, qu'est-ce que ça va changer? Bon, je reprends ce que Diarra vient de retenir de ma première intervention. Il s'agit, je pèse bien mes mots, il s'agit de concevoir le moteur du Mali. Parce qu'on a constaté que les moteurs permettent aux véhicules de fonctionner comme ça. C'est un système d'engrenage. Une pièce entraîne une autre pièce, qui entraîne une autre pièce et qui est transmise aux roues. Et c'est ça qui permet de faire avancer le véhicule. Nous avons des secteurs de production, des secteurs de transformation, des secteurs de consommation qui ne sont pas en lien. Il s'agit de mettre ce lien-là et créer cet engrenage-là afin de transmettre, de produire un mouvement
qui permet de tirer l'ensemble du pays. C'est vraiment cela, si je dois caricaturer sur le plan mécanique. Voilà. Eh bien, c'est très bien illustré tout ça. Hein? Il y a l'engrenage qui est là, mais il y a quelque chose qui manque. Hein? Ça, c'est le carburant, ça va être l'ORTM qui va porter le message sur le carburant de tout ce que vous allez mettre en place. Parce que, comme on le dit, hein, la passion du service public, l'ORTM pour le Mali, chacun compte. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Ousmane Sow, secrétaire permanent du Forum Grand Bamako. On peut boucler, Bablé? Oui, bien sûr. Eh bien, très bien. Merci de me donner l'autorisation de le faire. Merci à M. Lassana Igo Diarra, commissaire de la Biennale africaine de la photographie. On va passer voir s'il y a quelques séquences de photos sur leur thème quand même. Leur thème, c'est une grande histoire aussi. Hein. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, Inch'Allah, dimanche prochain, canal 12-13. Mais avant, tout à l'heure, présentation du journal de 13h avec Bemba Sibi. Excellent moment de télévision sur l'ORTM.